Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la reconversion. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Valentine. Valentine, bonjour. Bonjour Caroline. Je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Valentine, j'ai 34 ans, 2 enfants et actuellement je suis médecin généraliste remplaçant sur l'île et je co-dirige également une association culturelle basée à l'île Sud. D'accord. Alors le podcast, comme j'ai je viens juste de présenter, le thème c'est la reconversion. En quoi tu penses que tu corresponds à ce thème ? Alors je pense que je corresponds à un modèle de reconversion professionnelle parce que j'ai pas eu une scolarité linéaire, c'est-à-dire que j'ai commencé par des études de droit à l'issue du lycée. J'ai passé le concours d'avocat et j'ai fait plusieurs stages en cabinet. Et ensuite, j'ai décidé de bifurquer en médecine en réalisant une passerelle vers la 2e année de médecine et d'entreprendre un cursus plus classique de médecine. Et ensuite, je suis devenue interne en médecine générale. D'accord. Donc finalement, quand tu es arrivée à la fin de tes études de droit, c'est là que tu t'es dit que tu voulais faire médecine ou tu avais toujours eu un petit peu l'idée dans ton enfance, tout ça Alors c'est quelque chose que j'avais déjà depuis toute petite, depuis l'enfance, et puis parfois erreur d'orientation, on ne fait pas toujours la voie qu'on aurait voulu faire, et finalement ça a ressurgi d'une manière ou d'une autre plus tard à la fin des études de droit, et là j'ai sauté le pas et je suis rentrée en médecine, et en effet ça correspondait à ce que je voulais vraiment faire. Là c'est vraiment ce que t'étais faite. D'accord. Parce que oui, enchaîner sur 10 années d'études, c'est quand même il faut avoir une vocation. Voilà. Je trouve qu'il faut vraiment avoir cette motivation, après peut-être les conditions pour aussi, mais en tout cas tu avais vraiment cette vision, je pense qu'il y a dû finalement c'est ça, en fait, je suis rentrée en médecine, j'ai accroché tout de suite, et c'est ce qui fait que j'ai toujours trouvé la motivation pour apprendre des nouvelles compétences, continuer malgré les études de médecine, c'est quand même assez compliqué. Oui, donc voilà, c'est connu pour en tout cas. Ça donnait du carburant à chaque fois pour continuer. Ok, et donc comme tu disais au début, tu as 2 enfants. Oui. Donc élever 2 enfants, faire des études de médecine, t'es un petit peu superwoman en fait. Alors non, j'ai eu quand même pas mal d'aide, et puis ça faisait aussi une bonne balance entre le travail de médecin, la charge de travail, et aussi les moments en famille. Ça permettait de switcher d'une chose à l'autre et de s'aérer l'esprit, et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à persévérer et à continuer. Le fait d'avoir tes filles, ça t'a donné du carburant Oui, c'est comme les personnes qui ont aussi du sport ou une passion à côté, ça permet justement d'être efficace dans le côté médecin et ensuite de savoir faire une coupure et d'avoir sa vie aussi à côté. D'accord, ok. En tout cas, je te dis bravo parce que c'est quand même pas évident. Et quand tu dis j'ai du soutien, tu parlais, j'imagine, de ta famille. Oui, la famille, les amis aussi, beaucoup. Qui aident pas mal. Même j'ai des passions aussi à côté, donc tout ça mis ensemble, ça faisait un bon équilibre. Ok, super. J'ai oublié ma question suivante, mais c'est pas grave. Ah oui, la question drôle. Donc du coup, quand tu t'es retrouvée à la fin de ton cursus de droit et que tu t'es rendu compte que c'était vraiment pas l'endroit où il fallait que tu sois, après avoir réussi ton concours d'avocat, quand même, il faut le préciser, j'imagine qu'il a fallu aller voir tes parents à un moment et leur annoncer, ou ton entourage. C'est ça, du coup j'ai annoncé à mes parents que j'allais prêter serment d'avocat, le serment d'entrée, donc ils étaient hyper contents, hyper fiers, et quelques mois après, je fais l'école d'avocat, je suis prise en stage à Paris dans un cabinet prestigieux, et là je leur dis, écoutez, finalement j'ai passé la passerelle de médecine, et j'ai été prise. Ok, oui, donc tu leur as dit avant, après. Oui. Ok. Et alors là, c'était un mix d'émotions. C'est ok. Donc ça a été dur. Il y a eu quelques mois d'adaptation, et puis une fois que j'ai passé la 2e année et que j'ai bien réussi, ils m'ont fait confiance pour poursuivre ensuite les études de médecine. Ouais, je comprends que ça peut faire un peu peur parce que tu viens quand même de faire 5 années où en passant le barreau ça fait 6 années d'études, ce qui est déjà pas mal. On peut dire que c'est la fin d'un cursus. Et là tu leur apprends que tu fais finalement le cursus le plus long qui existe au niveau des études et que tu reprends. Donc finalement ils ont été plutôt tolérants vu ce que je demandais comme acceptation. Mais voilà, j'ai été bien soutenue après. Ouais, ça je pense que c'est super important d'avoir les parents qui sont ouverts d'esprit et qui te soutiennent, même si forcément ils sont surpris au moment s'ils s'y attendaient pas du tout. Et si t'avais pas laissé. Ils n'ont pas boudé ma thèse, là ils étaient contents, ils étaient là. Et ils ont été là jusqu'au bout. Donc maintenant ils sont contents que je sois médecin. Mais du coup, alors finalement, donc double qualification, double diplôme, les 2 te servent à l'heure d'aujourd'hui? Alors,
À noter que je peux pas être inscrite à 2 ordres, donc je pourrais jamais être avocate et médecin en même temps. Mais par contre, les compétences de droit me servent très très régulièrement, que ce soit en médecine ou dans la vie de tous les jours. Donc c'est jamais perdu. Ouais, ok, finalement. Ouais, donc c'est bien parce que tu arrives à avoir cette façon d'utiliser les deux choses. Sinon, tu te dis pas. Est-ce que tu te dis, ou tu t'es déjà dit, quelle perte de temps? Non, jamais, parce que finalement, même là, en montant une association, le droit il est présent tout le temps. Donc en fait, maintenant je le réutilise et j'ai les bons outils justement pour contribuer à l'association aussi, relire des documents complexes, écrire aussi des documents complexes. Donc non, c'est utilisé amplement. Mais je trouve que en tout cas cette vision j'adore parce que moi je me suis reconvertie aussi et j'ai pas eu jusqu'à maintenant cette regard aussi optimiste, tu vois. Des fois je me dis ah mais quelle perte de temps, comment j'ai pu faire ça. Après voilà, je me ronge pas les sangs non plus, mais c'est des choses qui me sont arrivées, tu vois. Et maintenant oui, je commence à me dire bah oui non mais regarde, ça c'est positif, ce que tu as fait là, ça t'a servi à ça, et je fais des liens plus que des ruptures, parce que des fois dans la reconversion on peut faire une rupture et se dire bah si on voit le côté négatif, tu vois. Mais en tout cas cette vision est très positive et je pense qu'elle te pousse finalement à continuer. C'est ça, et quand on se reconvertit dans la nouvelle activité qu'on choisit, on sait pourquoi on l'a fait, on sait ce qu'on y cherche, et du coup on y met peut-être plus d'énergie que dans la première où on a peut-être un peu eu l'impression de subir ou de suivre, de suivre. Et dans la deuxième, on sait qu'il faut se battre aussi pour l'obtenir. Et ça motive. Ok, parfait. Et tu mentionnais au départ que tu avais aussi une association, parce que tu t'arrêtes pas à la médecine en fait. Je me demande si tu t'arrêtes en fait des fois. Donc là il y a l'association Felixo. Oui. Donc tu veux nous la présenter peut-être? Alors du coup Felixo, c'est une association qui est née du coup de la rencontre avec une autre personne qui est mon conjoint, qui est également très créatif. Et donc au début c'était des ateliers un petit peu informels, en famille, entre amis. Et puis au bout d'un moment on s'est dit c'est sympa, ça prend bien, les gens aiment bien. Pourquoi pas le rendre un petit peu plus ouvert et en faire bénéficier d'autres personnes. Donc on a commencé des démarches auprès de partenaires du quartier qui nous ont dit créer une asso, c'est sympa, on a besoin de gens qui ont des idées comme vous. Et donc on s'est rapproché de la maison des associations de Lille, on a créé l'association et ensuite on a commencé à nos activités. Et donc maintenant l'asso a 2 ans et demi, bientôt 3. Et donc on a 3 pôles d'activité. Un premier pôle qui est lié à des ateliers ludiques et créatifs pour du tout petit au senior. Et donc on intervient sur plein de domaines comme la cuisine, le bricolage, la musique, la science. Voilà, c'est assez vaste, même les langues étrangères. Et on réalise des ateliers dans les écoles, dans les lieux institutionnels ou associatifs du quartier, bibliothèques. On est plutôt à se déplacer dans plein de lieux différents. Donc ça, c'est notre premier pôle. Ensuite, on a un deuxième pôle qui est plus axé sur la solidarité et le développement durable. Et donc là, on fait des collectes alimentaires avec des redistributions, en ciblant de préférence les personnes un peu précaires. Et notre troisième pôle, c'est notre pôle musical, où là, on exprime notre créativité plutôt sur le versant musical avec des jam sessions participatives ou des petits concerts et animations musicales diverses. D'accord. Donc pas mal de cordes aussi à l'arc de l'association. On est multitâches. Ok. Et donc alors finalement, donc c'est en étant finalement en famille, tout ça, et que vous avez développé l'idée de créativité, parce que j'imagine que tu aimes bien ça. Et comment t'en es mieux deuxième partie, un peu plus solidaire, un peu plus sociale? Alors ça, c'est du fait de l'investissement sur le quartier, justement. Quand on est présent sur une zone, on se rend compte justement des problèmes concrets des personnes. Et donc on est allé sur le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait un gâchis vraiment énorme au niveau des denrées alimentaires et qu'il y avait un besoin et des commerçants et des gens du quartier qui est une solution de fait, et également des gens de la propreté municipale qui trouvaient ça normal, qu'il y ait autant de choses jetées qui pouvaient être consommables. Et donc on a commencé à petite échelle à récupérer et ensuite à redistribuer. Et devant le succès de ces redistributions-là, on a monté... on a fait une montée en puissance du projet sur quelques mois, et donc là ça fait plus d'1 an qu'on fait ça, et a priori on va continuer à faire ces collectes et ces redistributions. Oui, si tu avais des conseils à donner à des gens qui veulent se reconvertir, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais de prendre leur temps, de bien réfléchir à leur projet, d'aller parler si possible avec des gens qui sont dans le secteur où ils veulent se reconvertir, pour avoir une vision moins idéaliste, savoir ce qui les attend concrètement
en termes de temps, de coûts, de contraintes. Parce que le risque, c'est vraiment de se lancer un peu trop brutalement dans le nouveau secteur sans en connaître complètement les enjeux. Et justement d'être déçu et ensuite d'être à cheval entre le secteur qu'ils ont quitté, qui leur plaît plus, et le secteur qu'ils ont voulu intégrer mais qui n'a pas répondu à leurs attentes, et un peu ce risque d'être un peu perdu qu'on n'a pas si vraiment on prend le temps d'aller démarcher les gens et de bien comprendre vers quoi on va. Ouais. Et toi, c'est ce que tu avais fait quand tu t'es reconvertie? Tu as pris le temps comme ça, d'aller été voir des personnes J'ai passé, je pense, plusieurs mois à bien lire pas mal d'infos, à me renseigner et puis à discuter avec des gens, aller voir aussi la faculté, prendre contact avec des personnes qui étaient externes, internes, pour voir un petit peu les contraintes et être sûre que j'étais prête à me lancer et à assumer la charge de travail qu'il y avait derrière. Et de toute façon, c'était demandé dans le dossier de passerelle de bien comprendre le projet qu'on avait, comment on allait financer aussi les choses et comment on allait trouver aussi du soutien, se former, et c'est sur ça aussi qu'ils choisissaient les candidats. D'accord, ok. Et tu étais la seule dans ta promo à rattraper comme ça? Donc moi j'étais à l'université de Reims et on était 7. Donc avec des parcours différents. Il y avait des personnes de parcours scientifiques, pharmaciens ou sages-femmes, qui là avaient déjà un petit peu l'habitude, étaient un petit peu formatées à ce type de cursus, mais j'avais d'autres personnes aussi qui étaient issues de cursus de lettres ou de finance. Et sur les 7, on est 5 à avoir réussi à passer dans l'année supérieure. D'accord. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'échecs quand on se reconvertit, qu'on a vraiment bien réfléchi. Voilà, c'est ça. Et les autres ont redoublé, mais ont quand même terminé par Ils ont fini le cours. Donc sur les 7, je pense que maintenant les 7 sont diplômés. D'accord. Et donc, comme quoi finalement refaire une reconversion bien réfléchie. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en médecine, la passerelle avec un examen devant un jury fait justement ce travail de sélectionner les personnes qui ont réfléchi le plus au projet. D'accord. Dans les autres secteurs, je pense qu'il faut faire attention aussi. Oui, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément ça à l'entrée en fait qui va filtrer. Mais alors du coup, toi, t'as pas passé le vrai concours, si je puis dire. Non, c'est ça. Du tout, le fait d'avoir un Master 2 dans un domaine m'a permis de passer directement en deuxième année, et d'autres personnes qui avaient un doctorat, notamment en pharmacie, sont passées directement en troisième année. En troisième année, oui, d'accord. C'est ça. C'est bien, moi, c'est des petits bonus qui permettent de rallonger, de réduire justement ta formation. Ok, très bien. Écoute, juste une dernière question par rapport à la créativité. Par rapport à l'association, donc vous promouvez beaucoup la créativité, c'est un peu votre mission, si on peut dire. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes comme moi? Jusqu'avant, on disait mais je suis pas créative, je sais pas dessiner, je sais pas chanter, du coup, je travaille pas ma créativité. Est-ce qu'on peut la travailler? Est-ce que ça muscle? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Oui, je pense que c'est comme un muscle. Et en fait, c'est pas juste dessiner ou faire de la musique. La créativité, c'est aussi, face à n'importe quel problème, se dire quelle solution je peux envisager, et aussi aller pas mal vers les autres pour s'enrichir des idées de chacun et grandir et développer d'autres choses par rapport à ça. Donc finalement, tu la résumes pas, la créativité, à finalement du dessin, de la chanson. Non, la créativité, elle est partout. C'est plus une façon de penser. C'est ça. Une façon d'être ouvert et de ne pas se mettre trop de barrières face à certains problèmes, se dire je peux toujours trouver une solution. Si ça ne marche pas d'une manière, on va essayer d'une autre. Et voilà. Pour moi, c'est ça la créativité. Ok, je vous ai pas mal résumé. En tout cas, cette définition me convient bien. Tu vois, elle m'ouvre un peu plus à ça. Et en tout cas, je serais ravie de faire avec toi un prochain podcast si l'occasion se présente sur la créativité. Que tu me donnes un petit peu quelques tuyaux pour développer ça. Merci. Merci Valentine. À bientôt. À bientôt.